Lacan, nous et le réel, 62e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Bon, ce que nous avons vu au cours des 4 séminaires précédents, c'est cette manière dont l'enfant, donc le sujet pour nous, va trouver dans cette première relation spéculaire à la mère, non pas son double, c'est-à-dire ce qui va former l'ego, puisque nous l'avons vu, l'intersubjectivité est toujours imaginaire et non réelle, parce qu'il y a toujours un troisième terme entre les deux. Donc il vient s'interposer entre les regards et qui fait que dans une forme de mise au point, de focalisation d'un regard sur l'autre, il y a toujours un décalage qui fait que le troisième terme est toujours déjà là présent. On l'a vu, ce troisième terme, c'est déjà le père avant qu'il soit, bien sûr, reconnu comme tel, c'est-à-dire au stade de l'Oedipe. Je voudrais revenir là-dessus quand même parce que aujourd'hui, donc, nous assistons à un très grand dévalement de la psychanalyse. Enfin, on ne peut pas dire que c'est la psychanalyse, disons que ce sont ce qui s'appelle les écoles de psychanalyse, où l'école la plus importante, non pas en termes d'importance de son contenu, c'est-à-dire de l'enseignement psychanalytique, mais en termes de nombre, le CF, avec à sa tête donc Jacques-Alain Miller, le fameux, l'exécuteur testamentaire ou l'exécutaire testamenteur, ce qui est mieux pour lui, puisqu'il n'a jamais fait d'analyse et que ça se voit et que ça s'entend et qu'il n'a strictement rien compris aux enseignements de Lacan, donc fait dévaler cet enseignement de la psychanalyse, qui est l'axe Freud-Lacan, vers des produits postmodernes, puisque, vous le savez, les gender studies ne sont rien d'autre qu'un des avatars du discours capitaliste. Et d'ailleurs, vous reconnaîtrez dans tous ceux qui font dévaler la psychanalyse, notamment l'assimilant aux gender studies, en essayant de faire émerger les gender studies à travers la psychanalyse, c'est une aberration radicale. Parce qu'une psychanalyse sans Oedipe et donc sans nom du père, c'est beaucoup plus qu'un café décaféiné ou une bière sans alcool. Il n'y a plus du tout de psychanalyse dedans. Autant un café décaféiné peut encore faire un peu un effet de café, si vous me permettez l'allitération, autant une psychanalyse sans Oedipe et donc sans nom du père, puisque l'Oedipe n'est rien d'autre que l'instauration du nom du père, qui permet de normativer, c'est une entreprise de normativation, et donc qui permet au sujet d'apprendre à vivre avec sa propre sexuation, donc bien sûr avec les précautions qui s'imposent de ne pas confondre la sexuation avec la possession ou pas d'organes génitaux. La sexuation, c'est quelque chose qui est de l'ordre du langage. C'est-à-dire que les formules de la sexuation, c'est le signifiant qui sexue, c'est-à-dire qui coupe. Et cette coupure, bien sûr, elle n'est pas forcément reconnue comme telle et prise pour telle dès le départ, puisque dès le départ, l'enfant se trouve en tant que sujet vide face à ce regard, et ce qu'il va chercher, donc, c'est une forme de reconnaissance, dans un premier temps, et donc d'identification. Une identification, c'est toujours une unification. Une identification a pour fonction de faire exister l'autre
dans le sens où il me permet de trouver une unification avec l'autre, donc de faire un. Et c'est là où, justement, il s'agit de distinguer les trois formes du un. Le un comme unification, justement, le un comme être un parmi d'autres, donc seul, d'une certaine manière, parmi d'autres, et non pas unique, comme on le croit, puisque c'est là que résident tous les problèmes, c'est de se croire unique alors que nous sommes seulement seuls, et le un comme totalité, c'est-à-dire qui est vu d'une perspective autre que celle de celui qui veut s'unifier à l'autre. Parce que dans les formations de l'inconscient, nous avons, bien sûr, ce séminaire-là est un séminaire que nous avons introduit ici comme celui qui permet de générer le graphe de Lacan et cette notion de trait d'esprit. Cette notion de trait d'esprit, on l'a déjà vu, c'est-à-dire c'est ce qui permet justement cette unification au-delà du petit autre. Dans ce séminaire-là, il n'y a pas de faux fuyant. Il est bien clair qu'il n'y a pas de formation du psychanalyste. Il n'y a que des formations de l'inconscient. Et ça, c'est très clair. C'est impossible de se présenter comme psychanalyste et de dénier, par exemple, l'Oedipe ou le nom du père, puisque Lacan ne quitte jamais ni l'Oedipe, ni les noms du père, et encore moins les discours, puisque justement dans son séminaire Les noms du père, qui est un séminaire quand même très subtil, j'y reviendrai, celui donc justement où il s'agit de passer de la logique modale à la logique nodale, c'est-à-dire au nœud, et donc du 4 au 3. Mais là, aujourd'hui, donc, nous allons parler d'une autre forme de réduction, qui est celle du 3 au 2. Donc, nous avons cette petite phénoménologie-là de l'identification, qui est cette volonté d'unification à l'autre entre la mère et l'enfant. Donc on a vu qu'il y a une sorte de dissociation, puisque l'enfant sort du ventre de la mère, et puis bien sûr le mouvement d'après, c'est un mouvement de réunification. Mais l'enfant ne peut pas revenir d'où il vient, c'est la loi, tu as passé la porte, maintenant, comme dit Beckett, vous êtes sur Terre, c'est sans remède. Il va y avoir beaucoup d'humour sur Terre. Donc la loi s'installe, et donc cette loi, c'est une loi qui est directement liée au signifiant. Il n'y a de loi que du signifiant. Et la loi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire le logos. Le logos, lui, fonctionne d'une certaine manière qui va se retrouver dans la mise en place du fantasme. Alors, vous vous souvenez que nous avons 3 stades de l'Oedipe, c'est-à-dire le stade où l'enfant s'identifie au désir de la mère. Il voudrait être le phallus de la mère, correspondre à ce que la mère désire, être le phallus. Mais évidemment, dans le deuxième temps, il s'avère que c'est le troisième terme, qui était toujours déjà là, mais qui n'apparaît maintenant qu'après coup, hein, c'est le principe du réel, qui vient donc châtrer la mère du phallus, c'est-à-dire elle ne l'a pas. Et le troisième temps, donc, c'est l'enfant qui finit par accepter la castration, donc c'est différent chez la fille et chez les garçons. Et en résonance avec ces mouvements-là, qui sont des mouvements donc de construction, à partir d'un vide originel qui est le sujet lui-même. Alors le sujet, je ne le confonds pas avec le bébé, hein. Le sujet est un effet du signifiant. Ce qu'il y a d'absolument décisif dans la psychanalyse et sur lequel nous insistons pas assez, c'est que le signifiant s'adresse à un autre signifiant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne tout seul de signifiant en signifiant. Cet adressage-là, d'un signifiant à un autre signifiant, va produire, dans le passage d'un signifiant à l'autre, un effet qui va être le sujet lui-même.
Donc le sujet émerge à partir du langage, qui fera que Lacan, dans Les Noms du Père, se posera la question du savoir dans le réel. Quel est ce savoir dans le réel qui va distinguer et dissocier du savoir de l'inconscient? Parce que l'inconscient aussi est un savoir, mais c'est un savoir disharmonique au corps. Et c'est un savoir qui est un savoir emmerdant, comme dit Lacan. Et peut-être que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, avec l'avènement freudien et ses déploiements dans l'enseignement lacanien, il est possible de pouvoir se faire la dupe du discours de l'analyste, c'est-à-dire se mettre dans la position qui est une position, disons, en polarité avec la position originelle que nous avons vue la dernière fois. La position originelle, c'est que les enfants, garçons et filles, commencent tous par un stade phallique, c'est-à-dire le stade de la masculinité, stade de pénétration, un stade qu'on appelle agissant, actif. Et donc, évidemment, comme ils commencent les deux par un stade phallique, le stade final de l'analyse, c'est-à-dire la fin de l'analyse, c'est ce sur quoi, bien sûr, l'immense majorité des psychanalystes butent et n'arrivent pas à passer ce stade-là. Donc ce qui donne, on l'a déjà vu, les suffisances pour les hommes et les enragés EES pour les femmes, c'est qu'il s'agit, pour les deux, d'accepter la position féminine pour les deux sexes, c'est-à-dire se laisser inséminer, assujettir, transformer l'assujettissement en subjectivation en se faisant la dupe du discours de l'analyste. Et ça, Lacan ne cède jamais là-dessus. Donc, des psychanalystes qui ne parlent jamais des discours, qui ne font pas référence à des discours, qui ne repèrent pas eux-mêmes dans quel discours leur sujet est pris, ce n'est tout simplement pas de la psychanalyse. Alors, aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est de rendre cette logique-là par un texte de Freud qui est, bien sûr, petit bijou, qui s'appelle « On bat un enfant ». Et donc, qui est le texte qui met en place la logique du fantasme. Évidemment, comme l'Oedipe et comme toute dialectique, c'est-à-dire dès qu'il y a du réel, il y a toujours trois. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le système symbolique, l'ordre symbolique, c'est-à-dire le symbolique en tant qu'il permet le nœud qui va nouer imaginaire et réel par l'intermédiaire du symbolique. Le symbolique, lui, il est gouverné par, disons, la réduction du 3 au 2. Puisque la loi, le logos, la logique, va toujours ramener à des oppositions. Donc le texte vraiment le plus fameux de Freud, c'est un texte originel, c'est du sens opposé des mots primitifs. Et donc, dans le système symbolique, vous allez toujours être dans une forme d'opposition. Si vous dites haut, ça présuppose une notion du bas. Si vous êtes chaud, ça présuppose une notion du froid. Si vous dites gauche, ça présuppose une notion du droit ou de la droite. Et donc, c'est toujours un système d'opposition. Ce système d'opposition est faussement binaire, mais il apparaît comme binaire parce qu'il est une réduction. Et nous sommes obligés de passer par le registre du signifiant. Parce que la loi, c'est dans ce domaine-là qu'elle opère, c'est-à-dire dans le registre du signifiant. Et le registre du signifiant se borde par un jeu dialectique entre des opposés. Et le problème, c'est qu'il faut amener la dialectique jusqu'au bout. Sinon, nous restons dans une opposition stérile qui renvoie à un stade imaginaire, c'est-à-dire spéculaire, où il y a juste un effet de confrontation sans résolution de son image, d'être en miroir de l'autre, et la relation ne peut pas opérer. Mais ce stade-là, qui est un stade donc de réduction du 3 au 2, qui est notamment exploré par le livre d'un certain Abbott,
qui s'appelle Flatlands. Donc les habitants de Flatland sont des figures géométriques donc plates. Et l'auteur donc raconte que les habitants de Spaceland n'arrivent pas à comprendre la logique de Flatland parce que ce sont des êtres bidimensionnels. Et en fait, Lacan, quand il parle de ça, il dit... Et l'auteur de Flatland se demande mais comment font ces gens à 2 dimensions? Et Lacan dit, mais il n'y a pas à chercher loin. Il suffit de regarder autour de vous. Tout le monde vit dans 2 dimensions. Parce que malgré le fait que nous soyons dans un registre tridimensionnel, que ce soit les coordonnées cartésiennes ou les nouvelles coordonnées que Lacan met en place avec imaginaire, symbolique et réel, il y a toujours 3 dimensions. Mais nous vivons comme si nous étions en 2 dimensions. Et les gens que nous aimons, nous les voyons, nous les représentons en 2 dimensions, et ça, c'est le registre du fantasme. Le sens de la profondeur, de l'épaisseur, est quelque chose qui nous manque beaucoup plus loin que nous ne le croyons. Ceci pour avancer. Ce que je veux vous dire au départ, c'est que nous sommes des êtres, vous comme moi, à 2 dimensions, malgré l'apparence. Nous habitons le Flatland, comme s'expriment des auteurs qui ont fait un petit volume sur ce sujet, qui semblent avoir beaucoup de mal à s'imaginer des êtres à 2 dimensions. Il n'y a pas besoin de les chercher loin. C'est nous tous. C'est tout au moins comme ça vraiment que ça se présente. Le mieux que nous puissions arriver à faire, c'est en fait à quoi nous limitons. Ce serait tout de même étonnant que dans une assemblée là qui est en train de scribouiller, je ne puisse pas le faire sentir. Scribouiller, c'est ça, c'est le mieux que nous puissions faire. Et c'est ce qui a été fort bien articulé en ceci, que c'est trouvé des gens pour proclamer dans une autre ère, AIRE, que la nôtre, c'est que l'encre des savants est très supérieure au sang des martyrs. Il y a des gens qui ont osé dire ça. Ils ont osé dire cette évidence. Il faut bien le dire, ce dernier, le sang des martyrs. Hein? Qu'est-ce que nous en avons? Des sujets de tableau. Ceci avec la structure obsessionnelle que Freud a surconnaître dans ce qui ne fait qu'un, la religion et l'art. Je m'excuse auprès des artistes. Il y en a peut-être quelques-uns là comme ça, égarés dans l'assistance, quoique je n'y crois guère. Je m'excuse auprès des artistes si la chose leur parvient. Ils valent pas mieux que la religion. C'est pas beaucoup dire. La connerie, dont ce n'est pas la première fois qu'ici je l'évoque, de sorte que j'espère que vous n'allez pas vous sentir visé. La connerie est notre essence, dont fait partie ceci, que votre demande. Je me suis longtemps cassé la tête pour savoir pourquoi vous étiez si démesurément nombreux.
Enfin, à force de me la casser, enfin, un éclair en est sorti. Justement, votre demande, celle qui vous attrouble là, cette commande de la connerie, avoir une chance d'en sortir. C'est même pour ça que vous comptez sur moi. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça ? Lorsque nous aimons quelqu'un, nous ne le voyons pas tel qu'il est dans son être, pour le dire comme Spinoza. Nous cherchons plutôt à le faire entrer dans la fenêtre de notre fantasme, le cadre à partir duquel nous voyons le monde. Voilà pourquoi, lorsque nous constatons que nous nous sommes trompés, l'amour se change en mépris, en violence ou en haine. Il n'y a pas d'amour sans haine, mais pas au sens de l'alternative ou bien l'amour ou bien la haine. L'énamoration, cela veut dire qu'amour et haine sont toujours déjà noués de façon indissociable, avec l'ignorance d'ailleurs. Ce sont les trois grandes passions du par-l'être. Plus on aime, plus on est, et donc plus on est, pour paraphraser Lacan. Parce que ne point connaître la haine, c'est ne point connaître l'amour. Si Dieu ne connaît pas la haine, il est clair pour Empédocle qu'il en sait moins que les mortels. De sorte qu'on pourrait dire que plus l'homme peut prêter à la femme à confusion avec Dieu, c'est-à-dire ce dont il jouit, moins il aime les deux orthographes. Et dans cette affaire aussi, puisqu'après tout, il n'y a pas d'amour sans haine, moins il aime. Le registre du fantasme, c'est on bat un enfant. Alors, Freud met en place donc une petite étude à travers son expérience et les cas cliniques qui se présentent à lui. Alors, il dit que c'est une étude qui n'est pas du tout exhaustive, mais la patience, la méthodologie pas à pas, la rigueur de la lettre qui est la sienne, va faire qu'il va trouver des invariants, bien qu'il y ait plus de petites filles que de petits garçons dans l'échantillon de l'expérience, pour déterminer les trois stades donc du fantasme on bat un enfant, qui est peut-être la matrice fantasmatique par excellence. Donc, premier temps, on bat un enfant. Donc le on est indéterminé. Qui bat un enfant et de quel enfant s'agit-il ? Donc c'est le premier temps, c'est il l'entend dans les propos qu'il y a, à un moment ou à un autre, un fantasme de voir battre un enfant. Alors, c'est pas parce qu'on voit, c'est-à-dire que le sujet est en position de vision, mais ce temps-là peut être considéré comme le temps actif. Parce que dans la terminologie freudienne, mais qui est aussi celle de la morphologie du conte de Vladimir Prop, l'agent n'est pas forcément celui qui agit, mais celui qui a un effet sur quelque chose ou quelqu'un d'autre, tout en étant agi. Et c'est exactement ce qu'on voit dans les quatre discours. C'est-à-dire que la position en haut à gauche, qui est la position de l'agent, en fait, c'est toujours d'être agi par quelque chose qui vient en dessous. Donc, qui est supposé, qui est posé en dessous, et qui va agir sur quelque chose qui agit. Donc, ce temps actif est un temps où le sujet voit le père ou un de ses représentants, quelqu'un qui a, disons, une fonction d'autorité, battre un autre enfant. C'est le premier temps du fantasme. C'est un temps où se fait jour la possibilité de la création de la place vide. Je m'explique.
Le fait de voir le père ou un de ses représentants battre un autre enfant signifie pour le sujet que si le père bat l'autre enfant, il ne l'aime pas, et donc peut-être que c'est moi qui l'aime. Il y a une place pour moi d'être aimé. Et là, on voit que ça se passe sur un registre symbolique, puisqu'il y a une opposition qui se crée comme il y en a dans le langage. Pour exprimer ça de manière un peu plus, disons, illustrée, dans le langage, par exemple, la fleur s'oppose au fruit. Dans le réel, non. C'est-à-dire, la fleur va laisser place au fruit. Mais il n'y a pas d'opposition entre la fleur et le fruit. Tandis que dans la parole, dès qu'on parle, si on dit fleur, c'est que ce n'est pas le fruit. Donc, il y a un système d'opposition entre la fleur et le fruit. Et de la même manière, là, l'enfant, du moment que le père en bat un autre, un petit frère, un concurrent, une petite sœur, eh ben, ça veut dire qu'il ne l'aime pas, et donc c'est qu'il m'aime moi. Premier temps du fantasme, donc, est l'instauration comme de passer dans un filtre qui est ce registre symbolique, disons, d'aplatissement du réel. Dans le réel lui-même, les choses ne s'opposent pas de cette manière, mais le symbolique ne fonctionne que par un jeu d'opposition. Donc, il y a une première opposition qui est entre l'autre, qui est battu et donc qu'il n'aime pas, et l'autre en tant que père qui m'aime puisqu'il bat un petit autre, qui est mon concurrent. Ensuite, il y a un deuxième temps. Mais attention, ce deuxième temps, Freud n'a jamais pu le recueillir directement. C'est-à-dire que c'est son approche de la logique, son sens de la lettre qui va lui permettre de déduire du troisième temps, ce deuxième temps-là, que je vous présente aujourd'hui sous une forme chronologique, mais que Freud ne découvre qu'après coup. Ce deuxième temps se situe en plein milieu de l'Œdipe. Alors que le premier temps, il est pré-œdipien. On bat un enfant, c'est avant l'Œdipe. Donc c'est quelque chose qui, bien que pré-œdipien, dans pré-œdipien, il y a déjà œdipien. Donc comme on l'a vu, même s'il n'y a pas encore le père en tant qu'un géniteur présentable, une présence réelle, l'absence-présence qui caractérise le symbolique fait que, déjà dans le premier regard et dans l'impossibilité de focalisation réciproque et mutuelle entre la mère et l'enfant, il y a déjà du père. Donc il y a déjà de l'Œdipe, mais il n'y a pas encore un Œdipe réalisé, comme il se réalise plus tard. Et donc le premier temps est un temps pré-œdipien. Le deuxième temps, ce temps dont je vous parle maintenant, c'est un temps qui est œdipien, c'est-à-dire c'est en plein Œdipe. Ça veut dire que les organes génitaux sont déjà sollicités, qu'il y a déjà des érections pour le petit garçon, des sensations génitales pour la petite fille, et qu'il y a déjà quelque chose qui est investi du corps là-dedans. Et dans ce deuxième temps, donc, qui est reconstruit, je vous le répète, le sujet s'imagine, fantasme, d'être battu par le père. Donc on passe de l'actif, le père bat, à je suis battu par le père, et la conclusion qui en est tirée à ce moment-là, c'est il m'aime. Alors là, ça c'est vraiment le génie de Freud, c'est-à-dire que la négation du premier temps, ce n'est pas moi il m'aime, il ne me bat pas. Non, c'est-à-dire que il y a une culpabilité rétroactive d'avoir imaginé l'autre enfant battu par le père, qui fait que l'enfant récupère cette culpabilité et s'imagine être battu par le père comme preuve d'amour. Donc, il y a l'incorporation de quelque chose de l'ordre d'une pensée qui vient répondre des émois déjà vécus par le corps. Donc, une sensation physique, là, qui donc est déjà de l'ordre de l'excitation sexuelle, puisque ce que découvre Freud, c'est ça, c'est-à-dire que la sexualité, c'est dès le début, et bien sûr que ça n'a rien à voir avec ce que les gens qui ne connaissent rien à la psychanalyse et qui pourtant ne manquent pas
d'en parler, décrivent. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément, chez l'enfant, quelque chose de la demande d'une relation sexuelle, mais absolument pas. Ce sont des événements qui lui permettent d'entrer dans le symbolique et d'assumer la castration symbolique qui ne se passe qu'au 3e temps de l'Oedipe et qui se retrouve avec le 3e temps de On bat un enfant, où là, nous nous retrouvons dans un moment qui est après l'Oedipe. Après l'Oedipe, donc, après cette tentative de normativation, d'assumation de son sexe et de choix d'objets dans l'autre sexe, puisque c'est à ça que ça sert quand même, l'idée de base de tous les fantasmes, vous pouvez avoir les fantasmes les plus sophistiqués que vous pensez être des fantasmes qui vous définissent, vous, dans votre plus grande honte, dans votre plus grande intimité, vous et vous seul, ce sont toujours des fantasmes qui, à l'origine, sont liés à la phylogénèse. C'est-à-dire qu'originellement, ces fantasmes-là, c'est pour les hommes de baiser toutes les femmes, pour les femmes de choisir l'homme, c'est-à-dire le signifiant phallique, qui va les signifient intégralement elles et qui vont permettre d'avoir une descendance de qualité. Parce que les hommes sont dans la quantité, il suffit d'avoir un homme dans un village de femmes pour repeupler tout le village. L'inverse n'est pas vrai. Donc ces fantasmes sont phylogénétiques originellement dans leur mouvement premier de phylogénèse et ils sont récupérés par la psyché. Mais bien sûr, ensuite, dans l'aventure singulière de chaque sujet avec les signifiants qui traînent dans les histoires familiales, il va y avoir une spécification, une singularisation de chacun des fantasmes qui va amener aux inversions, aux condensations et aux déplacements et qui vont donc déterminer la dimension fantasmatique de chacun des sujets en fonction de ses mouvements originels. Mais on peut dire que le mouvement originel, c'est toujours de privilégier les nouvelles générations, ce qui arrive, puisque le fantasme originel de base, c'est quand même de faire en sorte que l'homme survive, qu'il ne soit pas éliminé rapidement de la planète. Et c'est valable pour l'homme, mais c'est valable pour toutes les autres espèces de la planète. Si vous voyez par exemple un petit documentaire qui est marrant, je ne sais plus comment il s'appelle, Mon ami la pieuvre ou je ne sais pas quoi, c'est un homme en Afrique du Sud là qui plonge et qui fait une relation un peu ami-ami avec une pieuvre, et à la fin parce qu'une pieuvre ça dure ça vit 1 an à peu près, et donc à la fin donc la pieuvre va pondre toutes ces œufs là, tous ces œufs, et la pieuvre va générer elle-même un enzyme qui va la faire mourir pour ne pas qu'elle dévore toute sa portée. Donc il y a dans chaque espèce une volonté de préserver ou de rendre possible la continuation de l'espèce, qui semble logique. Il n'y a que dans la société de pervertis au dernier degré, de débiles mentaux dans laquelle nous vivons, qu'on peut s'imaginer sacrifier des enfants et des jeunes générations pour une espèce d'idéal fantasmatique comme le transhumanisme. Ça va à l'encontre de l'homme, ça va à l'encontre de l'esprit, ça va à l'encontre de tout, même de la notion de nature prise dans son sens le plus fantasmatique, puisque il s'agit justement pour chaque espèce de donner aux dernières générations la possibilité de bénéficier des générations précédentes, du travail qui a été fait, et de le porter toujours plus loin. Donc, les fantasmes sont toujours liés, au départ, à cette notion de phylogénèse, même s'ils se spécifient après, notamment par la manière dont se passe cette matrice-là du fantasme, et le troisième temps. Le troisième temps, donc, c'est des enfants sont battus. Et des enfants sont battus, donc c'est une forme réflexive, paradoxalement, puisqu'on l'a vu, il ne reste là que le fantasme en lui-même, brut, c'est-à-dire la notion de père est évacuée, au profit bien sûr d'une figure puissante, despotique, qui va venir justement en position de battre, et
donc l'enfant lui-même, le sujet, est réduit à être des enfants indifférenciés, même sexuellement, filles ou garçons. C'est là d'ailleurs que nous pouvons placer le délire new-yorkais de Judith Butler et de toute cette mouvance qui, bien que reposant sur une falsification, une faute logique absolument gigantesque, elle se réclame de la psychanalyse, elle se réclame de Hegel, ça n'a strictement rien à voir avec la psychanalyse, les gender studies. Puisque, justement, dans le en bas des enfants, là, il y a les filles qui, face à la faiblesse de leur propre géniteur, donc une image de père trop vacillante, le père est trop faible, insignifiant, il ne sait pas aimer sa fille. Et il se refuse même, à partir de sa préadolescence ou son adolescence, à la prendre dans ses bras, à lui dire qu'il l'aime, etc. Parce qu'il a peur d'être soupçonné de séduction, je ne sais pas quoi, etc. Et les filles, par, disons, esprit et par puissance de combat, en quelque sorte, elles vont pas passer ça à leur géniteur. Les figures de père sont pour elles méprisables, et donc elles vont coucher avec notre fille pour leur prouver qu'elles savent aimer une fille. Elles sont capables, elles veulent le montrer à leur père. Donc elles vont un cran trop loin dans l'Oedipe, c'est-à-dire qu'elles se prennent vraiment pour des garçons, et elles veulent rester dans cette dimension phallique originelle, alors que pour elles, comme pour les garçons, il s'agit de passer dans l'assumation de la castration. L'assumation de la castration, bien sûr, castration symbolique, on l'a vu au séminaire d'avant, c'est-à-dire c'est le manque symbolique d'un objet imaginaire. Et le manque symbolique, ça veut dire que nous ne savons pas parler. Et qu'il s'agit, sur cette terre, d'apprendre à parler. C'est pour ça que la psychanalyse est une clinique du discours et un discours. Il n'y a rien d'autre dans la psychanalyse que de prendre le pathétique de la position de l'analysant. Le pathétique, ça veut dire la passion. Il est passif, il n'en sait rien. Mais il s'agit d'amener cette passivité en lui donnant la parole, d'une certaine manière, en lui permettant de parler comme un maître, par la cure analytique, de l'hystériser assez pour que justement il évacue le S1, les signifiants maîtres qui l'ont structuré jusque-là, et qu'il puisse à ce moment-là s'acheminer vers sa parole et donc trouver une voie de dégagement à son destin. Et donc ce texte-là, En bas un enfant, est un texte qu'il s'agit de lire et de méditer dans les aspects vraiment purement dynamiques des rapports entre imaginaire, symbolique et réel. Puisque là, on voit que dans cette réduction donc de la richesse de l'imaginaire et aussi de, l'impossibilité du réel, la réduction à 2 dimensions, quand elle est correctement opérée, permet, par le jeu des dialectiques, de retrouver le réel à l'intérieur même du symbolique et non plus extérieurement au symbolique. C'est ce à côté de quoi passe Miller, par exemple, parce que lui, il ne sait pas que le réel est une limite interne au symbolique. C'est qu'à partir de la parole, donc du crédit apporté à la parole, et pour ça, bien sûr, il aura fallu retrouver la voix du père, pour ne pas dire la voix des pères. Et le père n'est pas à entendre, bien sûr, comme un géniteur, puisque ce que nous avons vu au cours des derniers séminaires, c'est que le père est une métaphore. C'est un au-delà de la mère. Mais il n'a pas besoin forcément d'être illustré, représenté. C'est un au-delà au nom duquel la mère elle-même a pu prendre la parole. Sinon, nous restons des enfants pré-oedipiens, c'est-à-dire incapables de sortir des signifiants maternels. Parce que c'est ça que ça veut dire, la loi de l'inceste.
c'est rien d'autre qu'un enfant qui reste pris dans les signifiants maternels, qui est incapable donc de jouer de la troisième dimension du langage, c'est-à-dire le plan dialectique, par rapport au plan, disons, rhétorique. En politique, aujourd'hui, on n'a plus que des gens qui font de la rhétorique, de la mauvaise rhétorique en plus. Il y a qu'à voir comment s'exprime Macron ou Trudeau ou Biden. Ce sont des gens qui ne savent pas parler. Et il s'agit, pour l'être humain que nous sommes, dans notre modestie, notre humilité d'être humain, d'apprendre à parler. Et pour ça, nous devons retrouver, justement, ces trois temps qui sont présents dans, aussi bien on bat un enfant, le texte fondateur de la dimension du fantasme, que dans l'Oedipe lui-même, où il y a les trois temps, parce qu'il y a toujours le troisième terme. Et là, donc, il s'agit de réaffirmer que le réel, c'est toujours trois. Ça ne veut pas dire que c'est le troisième cercle. C'est pas, il y a l'imaginaire et le symbolique, et ensuite il y a le réel. Parce qu'on voit que le réel était toujours déjà là. Donc ça veut dire que il y a une triplicité, il y a toujours du tiers. Et il y a du tiers, paradoxalement, ça veut dire il y a du pas-tout. Puisqu'il y a un tiers. Et ce tiers, du moment qu'il est acté par le symbolique, il va répondre aussi d'une logique de la présence-absence. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il n'est pas là physiquement, dans sa présence physique, qu'il n'est pas là psychiquement. Puisque dans le jeu du symbolique, cette richesse du symbolique, entrer pleinement dans le symbolique, c'est rentrer toujours dans la troisième dimension du symbolique, et donc retrouver ce que avait déjà commencé à défricher Platon, bien sûr, et qui a été porté un cran plus loin par Hegel, et puis ensuite, donc, par la psychanalyse, notamment le génie de Freud, d'avoir retrouvé cette voie de montrer que l'inconscient lui-même est dominé par cette troisième dimension. Puisque, Lacan le dira, l'inconscient est structuré comme un langage. Ça ne veut pas dire que c'est un langage, ça veut dire que sa structure est du même ordre, et sa structure, elle est celle d'être dialectique, c'est-à-dire de correspondre à un jeu qui permet de se déplacer et d'arrêter l'imaginaire qui va fixer une signification pour remettre en mouvement le jeu des signifiants dont notre sujet est un produit. Il est un produit et aussi un rejet. Ce qui permet à Lacan de dire dans justement la dernière leçon des Noms du Père que peut-être que maintenant, en étant dans cette position-là, après Freud et après Lacan, nous pouvons accepter de faire venir plus de réel, d'être au-delà du réel de notre fantasme. Parce que comme le fantasme vient boucher le trou du réel, notre aliénation devient notre fantasme lui-même. Et il y a un au-delà de ce fantasme avec lequel nous pouvons faire à condition de laisser l'air E2RE, c'est-à-dire ce mouvement qu'aura pris notre destin une fois que ce qui l'entraînait aura été lâché, et donc il y a un mouvement comme un bateau qui continue, et dans cette ère-là, accepter plus de réel en se faisant la dupe du discours analytique, c'est-à-dire d'accepter la position féminine qui caractérise la fin de l'analyse. Donc le rapport que j'ai avec mon inconscient et qui ne regarde que ma propre responsabilité. Il n'y a plus de possibilité là de faire porter la faute ou la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Je suis responsable de mes rêves, je suis responsable des signifiants dans lesquels je me meus, et donc tant qu'il y a cette espèce de chape de plomb de l'opinion avec ces oppositions qui ne sont pas dialectiques, si tu n'es pas pour
le produit génique expérimental obligatoire, alors tu es anti-vax. La bêtise personnifiée d'un certain Enthoven qui se prétend philosophe ou d'autres qui sont aussi crétins que lui, parce que là, le covidiotisme aura permis de faire le tri. Hein. Et comme disait déjà le Christ, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Parce que la plupart des gens n'ont pas passé l'épreuve. Même des gens que j'aimais bien, comme Zizek, dont je trouvais quand même l'esprit remarquablement agile, une sorte de virtuosité sur le plan philosophique, mais à la première épreuve du réel, de mettre en place ce qu'il a appelé la critique de l'idéologie, il n'y a plus personne. Et on voit cette image ridicule avec sa grosse barbe comme ça et sa guenille faciale bleu clair dans la rue, etc., à dire qu'il est pour la vaccination et pour la science. Donc confondre la science, c'est-à-dire c'est un discours quand même, la science. Lacan en a assez parlé, avec le marketing d'une firme pharmaceutique qui a gagné 1000 milliards de dollars. Il faut vraiment... Enfin, à quoi bon? Enfin, comme disait, je ne sais plus quel réalisateur, je crois que c'est Lelouch dans le film, tout ça pour ça. Se taper tout Hegel, tout Schelling, tout... pour arriver à être aussi ridicule dès qu'il y a une épreuve du réel. Non, c'est vraiment... C'est parler de psychanalyse sans en avoir fait une soi-même, c'est comme apprendre à nager par correspondance. Hein. Ça n'a aucun sens. Puisque si vous n'y mettez pas votre corps, si vous n'y jouez pas quelque chose de votre intégrité, ça ne marche pas, ça vous rend... Alors Lacan dit quand même que les gens qui ratent leur analyse, de canailles, ils deviennent bêtes. Ben voilà. Ça, c'est ce qui arrive à beaucoup quand on les voit donc là, il y a peu de temps, dans les congrès de psychanalyse, tous avec une guenille faciale et une muselière, alors qu'ils sont censés représenter la psychanalyse. Ça, c'est typiquement les canailles qui deviennent bêtes. Donc, la psychanalyse, elle est vraiment sans pardon, comme l'inconscient. Puisque l'inconscient étant un savoir, je ne peux me prévaloir jamais de mon ignorance. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, c'est au nom d'un savoir, même si j'ignore ce savoir. Ce savoir-là, c'est là où il y a une petite nuance. C'est pas forcément le savoir qu'il y a dans le réel. Hein. Par exemple, il y a du savoir dans le réel. Il y a un instinct chez les animaux, par exemple. Ils savent des choses. Et donc, on peut dire que c'est un savoir du réel parce qu'il n'est pas articulable, ce savoir. Ils ne savent pas qu'ils savent. Tandis que les hommes, eux, savent qu'ils ne savent pas. Ce en quoi l'erreur de bonne foi est de toute la plus impardonnable. Parce que ce savoir-là, nous ne pouvons pas nous le dénier, nous ne pouvons pas le dénier, nous ne pouvons l'apprendre qu'après coup. Donc la psychanalyse, c'est toujours un effet de Nachtrag. Ce que je désire, je ne le sais pas. Tout de suite. Parce que je ne pourrai le savoir qu'après coup. Ce qui me sera arrivé, je l'aurai désiré. Ça, c'est la loi de la psychanalyse. Cette loi-là, elle est sans échappatoire, parce que comme dit Lacan, le psychanalyste ne peut pas s'autoriser la tendresse de la belle âme. Donc il y a une ligne, une orientation qui est décisive. La psychanalyse, c'est celle de cette rigueur-là. Et cette rigueur-là, c'est la loi, évidemment, qui naît de Freud. Hein. Vous savez que la voie juive, c'est la voie législative, c'est les tables de la loi, c'est Moïse. Et donc, il amène la loi, mais au plan où la loi devient la loi du signifiant lui-même. Ce que réalisent les Juifs par le Talmud, c'est-à-dire la lecture de la Bible, c'est petit à petit d'éliminer toute la mousse religieuse pour ne conserver que la structure, c'est-à-dire la lettre elle-même. Et donc, dès qu'on est dans la lettre, on n'est plus dans le contenu, on n'est même plus dans la vérité, on n'est même plus dans le fantasme plus raconté d'histoire, puisque nous sommes dans la logique. Les lettres, c'est alpha, bêta, gamma, delta, mais pour les Juifs, évidemment, c'est Aleph,
C'est une lettre à partir de laquelle, donc, il est possible pour eux de ne pas s'intéresser à la nature, justement. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent à la logique. Et il y a un passage, bien sûr, c'est le dernier Freud, le Freud du Testament, c'est-à-dire du monothéisme, de Moïse et le monothéisme. C'est son passage de la loi à l'amour, qu'au meurtre du père répond le meurtre du fils. Et donc la loi passe là, dans la loi du langage, qui est une loi d'amour. Et effectivement, pour que l'enfant puisse avoir cette espèce d'avidité, de reconnaissance, de chercher l'unification avec l'autre, c'est que cette unification, qui est l'amour lui-même, passe par le symbolique, parce que l'amour, c'est quelque chose de logique, ce n'est pas un sentiment. Ou alors, comme dit Lacan, c'est un sentiment comique. Mais le vrai amour, c'est de la logique. Et donc l'amour est logique, et ce que l'enfant ne veut pas perdre, le sujet ne veut pas perdre, c'est ce lien-là à l'amour en tant qu'il est quelque chose de logique et qui est premier, qui est originel. Après, il y a l'islam. L'islam, c'est encore autre chose. L'islam, on peut dire que ça vient longtemps après pour, d'une part, par la charia, revenir sur la dimension purement sévère, punitive des infractions à la loi, mais aussi c'est le retrait progressif de la représentation possible du père. Puisque le père, on ne peut pas s'empêcher de se l'imaginer. Et en islam, disons, dans le Coran, il n'y a plus, c'est-à-dire il y a plus de représentation possible. Donc c'est aussi un retrait. Donc nous avons, dans les structures qui nous commandent, on a toujours cette trinité qui revient et qui nous permet de nous situer correctement dans les possibilités qui nous sont offertes, de nous acheminer vers la parole. Et la parole, elle est bien sûr du registre du fantasme, du symbolique, puisque sa dimension réelle est présente dans la voix de celui qui parle. Et là, la voix n'est pas à confondre avec le bruit qu'elle fait. La voix, ce n'est pas le bruit, c'est où se prend la possibilité de parler. C'est pour ça que l'écrit lui-même n'est pas considéré comme un langage, puisque le seul réel qui reste de l'écrit, c'est le trait d'écrit, la trace qui aura été laissée par l'écrit. Il n'y a pas d'autre réel que celui-là. Donc on est dans l'imaginaro symbolique avec une trace qui est le réel. Tandis que dans la parole, il y a toujours du réel. Donc avec un autre être humain, il y a toujours du réel du moment que ça parle. Et ça parle, c'est pas juste l'inconscient qui parle à travers lui. Bien sûr que ça l'est, mais il y a des modulations dans la parole, une manière d'être qui fait qu'une gestuelle est une parole. Vous savez que faire ça avec la tête, c'est insignifiant. Ça veut dire oui dans nos civilisations, dans d'autres civilisations ça veut dire l'inverse, mais il y a toujours du signifiant dans ce qu'on dit, et donc nous sommes liés à cette loi. Si vous avez l'occasion de voir un petit film qui est sorti 2021-2022 qui s'appelle La Communion. La Communion, c'est un film polonais et ça se passe dans une maison de correction pour jeunes. C'est le héros, c'est un mauvais garçon en Pologne et il est dans une sorte de prison, enfin une prison un peu allégée en quelque sorte parce que c'est des jeunes. Et c'est un mauvais garçon, mais il a quelque chose à voir avec l'aumônier de cette prison. Et ça l'intéresse, que dit l'aumônier, il ne sait pas pourquoi, mais ça l'intéresse. Et puis ensuite, il va voir l'aumônier, il lui dit « je voudrais faire le séminaire ». L'aumônier lui dit « non, mais il ne faut pas rêver. Avec le casier que tu as, le séminaire, pour toi, c'est mort. Mais tu vas sortir bientôt, donc je vais t'envoyer dans une petite ville où il y a une scierie, tu vas travailler là, il y a d'anciens détenus, c'est un foyer de réinsertion, etc. Et puis tu verras que ça va te faire du bien, tu vas pouvoir sortir de là. » Évidemment, il n'est pas prêt de se ranger comme ça. Donc, il se dégote un habit de curé. Et au lieu d'aller à la scierie, il se retrouve donc déguisé
en curé. Enfin, c'est pas tout de suite, mais d'abord il va à l'église, il rencontre une fille, elle se retourne vers lui et dit je suis moi-même prêtre. Et donc sa parole l'engage là. Mais c'est que la première étape. La deuxième étape, c'est quand il va se retrouver donc à devoir faire un sermon devant d'autres personnes, donc parce que le curé est obligé de s'absenter, donc il prend sa place, et là il va répéter ce qu'il a entendu de l'aumônier, mais cette fois la parole va prendre un autre sens pour lui, parce que il va devoir incarner cette parole, il va devoir entendre ce qu'il dit, parce qu'elle a des conséquences, cette parole-là. Elle a des conséquences sur les gens à qui il va parler, et puis pour lui aussi, est-ce qu'on va découvrir sa supercherie tout de suite ou pas? Et donc, dans cette incarnation de la parole-là, il va se retrouver, malgré lui, à revenir du côté de la foi. C'est-à-dire la foi, c'est rien d'autre que la croyance dans la parole elle-même. D'ailleurs, dans l'évangile de Saint Jean, c'est traduit fides, hein, c'est-à-dire la parole, c'est la foi, c'est la croyance dans la parole elle-même. Hein, et comme je vous l'ai dit, la différence de foi chez les anciens juifs, c'est qu'ils permettaient de croire en d'autres dieux, mais il fallait faire confiance qu'en Jéhovah. C'est-à-dire la parole, c'est le pacte symbolique. Et donc on voit ce garçon qui va se retrouver dans plusieurs situations. Et il va pas laisser comme ça, c'est pas un film de bisounours, hein. Il va pas se retrouver comme ça d'un seul coup, habité par la grâce ou je sais pas quoi. Mais dans les épreuves qu'il va traverser, en fait, l'expérience de la parole, d'une énonciation qui serait cette parole qu'il a incarnée, là, il rentre dans la dimension psychanalytique. C'est-à-dire dans la jonction qu'on peut faire entre, effectivement, la psychanalyse et le christianisme, à condition qu'on se place du point de vue du christianisme en tant que subversion, hein, pas en tant que perversion, pas ce qui va donner aujourd'hui le pape François, ça n'a rien à voir avec ça. Le christianisme en tant que c'est une approche extrêmement subversive, si on la lit d'une certaine manière, et qui ressemble à la subversion analytique, parce que elle va mettre en place une singularité de destin pour chaque sujet, dont le collectif va se retrouver par l'usage qu'il fait de la parole et le renouvellement du rapport de sa parole au langage. Et alors franchement, ce film-là, si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille parce que c'est un petit bijou, c'est très rare les bons films, surtout maintenant, hein, mais là alors ça vaut le coup. Voilà. Rose est-elle naturelle? Elle n'est naturelle que pour autant que chez un homme, il y a un symbolique. Et le fait qu'il y ait un symbolique implique qu'un signifiant nouveau émerge. Un signifiant nouveau à quoi le moi, c'est-à-dire la conscience, s'identifierait. Cette notion de signifiant, elle est très subtile parce que on a essayé de l'exposer plusieurs fois comme ça, mais là il y a une dernière référence qui me vient à l'esprit, c'est que justement dans les formations de l'inconscient, ce séminaire absolument merveilleux de Lacan, qui ne laisse aucune échappatoire, à la bien-pensance et à toutes les projections débilitantes des gender studies, donc qui concernent notre réel, hein, les formations de l'inconscient, c'est ça, comment se met en place le réel à notre corps défendant. Lacan parle de la sensibilité des visons à la voix humaine. Alors on se dit, mais comment donc des visons qui, dans leur environnement naturel, n'entendent jamais une voix humaine, peuvent-ils, quand ce sont des visons d'élevage, être moins stressés, etc., et se comporter d'une autre manière dès qu'ils entendent la voix ou qu'ils sont soumis à des signifiants. Donc là, il en réfère bien sûr à Pavlov, et en disant que quand le chien entend la clochette, il sait qu'il doit saliver. Ça fait penser à ce dessin avec les anthropologues, là, où il y a
disons, des naturels qui sont chez eux, et puis ils décrochent tous les tableaux, tout ce qui ne doit pas être montré aux anthropologues, et disent « Ah, il y a les anthropologues qui arrivent, etc. » Comme le chien, pareil, il doit se dire « Ah oui, pour avoir à manger, je dois saliver. » là. Et donc, Lacan dit « Mais en fait, c'est insignifiant, là, la sonnette. » Et, pour expliquer ce que c'est qu'insignifiant, donc il dit « Mais par contre, quand Robinson voit le pas de vendredi sur la plage, donc on imagine bien cette trace de pied comme ça, eh bien là, ce n'est pas insignifiant. » Alors, je dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, peut-être qu'il veut dire que c'est un signe. C'est-à-dire, le signifiant s'adresse à un autre signifiant. Et donc, ce faisant, il crée un effet qui s'appelle le sujet. Donc, il va produire du sujet. Mais un signe, lui, c'est quelque chose qui s'adresse à quelqu'un. Donc c'est un signe. Ça veut dire, il y a quelqu'un, il y a un être humain sur l'île. Mais il dit, c'est pas insignifiant. Alors on peut en déduire que, il dit, ça serait insignifiant s'il l'efface. Ah, voilà. C'est-à-dire que le signifiant, c'est quelque chose qui s'efface. Donc les signifiants peuvent s'effacer. Ça, c'est très important, parce que le signifiant, c'est ce qui permet de différencier la place vide de ce qui vient l'occuper. Là, nous avons cette notion de structure qu'on retrouve de manière absolument remarquable dans le texte de Lacan sur la connaissance ou la contemporanéité de la psychanalyse et de la cybernétique, où il explique très bien justement la naissance de la science, disons les sciences dures, avec corrélativement, pratiquement en même temps, ce qu'il appelle les sciences conjoncturelles et qui s'appellent les sciences humaines. Mais bon, évidemment, le qualificatif est un peu faible et très inapproprié. Donc Lacan dit bien sûr que c'est humain, mais il vaudrait mieux les appeler les sciences conjoncturelles, qui vont avec et en même temps, donc, qui participent à ce développement-là. Parce que, évidemment, dans notre esprit non formé à la dialectique, nous allons opposer ces choses-là. C'est ou ça, ou ça. Mais non, c'est pas ou ça, ou ça. C'est oui et non, oui ou non, alternativement, et ou symboliquement. Et donc, de cette manière-là, nous récupérons les possibilités historiales, comme dirait Heidegger, de nous affranchir de nos surdéterminations symboliques. Donc ce pas de vendredi, en fait, ça c'est un signifiant, s'il s'efface. Le signifiant s'efface, la place vide d'un signifiant, c'est ce qui fait que nous sommes des êtres de parole et que notre destin sur Terre, c'est de nous acheminer vers notre parole. Donc on est loin là, bien sûr, de la guenille faciale qui est censée faire de nous des esclaves et des êtres muets, incapables de parler, incapables donc de définir leur position d'être parlant.